Bonjour à tous. Excusez-moi pour le cadre de cette vidéo. Donc vous aurez compris que j'étais confinée dans ma chambre. Je suis toujours en attente des résultats. Excusez-moi. Je suis toujours en attente des résultats du test que j'ai passé hier. C'est long, c'est dur. Et ce matin, j'aurais aimé ne pas être encore en colère. Et cette colère, elle ne me concerne pas forcément personnellement. Je suis outrée. Je suis outrée. Je viens de faire une revue d'actualité rapide du jour. Et je vois, alors déjà, parce que la REM continue à m'envoyer des messages. Et là, je tombe sur, je vous ai d'ailleurs posté la priorité de la REM. Et ce jour, excusez-moi, j'ai un petit chat avec moi aujourd'hui. Et ce jour, la priorité de la REM, c'est repenser la libéralisation de notre économie. Ouais. On est le 7 mai. La REM, la République en marche. Grands humanistes parmi les grands humanistes. À quelques jours du déconfinement. Vous parle d'économie. Quel modèle économique pour demain? C'est ça aujourd'hui, la priorité de la République en marche. L'économie. Ça ne me surprend pas. Tous les messages, la quasi-totalité plutôt des messages que m'envoie la REM sont des messages visant. Alors je cite parce que les mots sont importants. C'est pas des messages qui concernent la santé. C'est des messages qui concernent l'économie. Comment réinventer l'économie? Comment réinventer notre putain de modèle économique? C'est ça la priorité de la REM. Votre santé, ils s'en foutent. Et le plan de déconfinement qui va être mis en œuvre dès lundi, on le sait tous. Et le plan qui amènera à cette deuxième vague, on le sait tous. Rien dans ce plan. Je dis bien rien. Et je suis d'autant plus en colère que de plus en plus de personnes vont être contaminées. Certaines vont partir. Alors moi, je suis en colère parce que ce plan de déconfinement, alors ce matin, ils ont annoncé une prolongation du délai à partir duquel on pourrait expulser les personnes. On prolonge jusqu'au 31 juillet, ok. Mais comment ce putain de plan de déconfinement, il a été pensé? Qu'on m'explique. C'est le flou le plus total. Rien ne tient dans ce plan de déconfinement. Rien ne tient. Des articles, je vous les ai publiés ce matin, qui
qui reprennent des études assurent que ce plan de déconfinement est insuffisant pour éviter une deuxième vague. On le sait tous. On le sait tous. La deuxième vague, elle arrivera très vite. Le 11 mai, comptez à peu près 10 jours, 10-14 jours. Vers le 20 mai, à nouveau, nous aurons une hécatombe. Ce gouvernement, et Philippe va parler, j'ai même plus envie de prononcer son prénom. Ces gens-là ne sont pas respectables. Ils ne sont pas respectables de leur population. Ils ne sont pas respectables de leurs concitoyens. Qu'ils laissent crever. Qu'ils laissent chez eux entre quarantaine. Seuls. Et encore, moi j'ai la chance d'avoir un médecin traitant. Compétent. Qui suit ma situation. D'autres ne l'ont pas. Ce gouvernement a pensé ce déconfinement dans un seul objectif. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je le réitère encore aujourd'hui. Dans un objectif économique. Pas dans un objectif de santé publique. Alors, on vous montre un petit peu partout, notamment sur BFM. Je suppose qu'il y a des accords entre l'Élysée, Matignon et BFM. Parce qu'on vous montre, pas dans les gares, on vous montre, tout est sécurisé, pas de problème. On vous montre des photos de supermarchés avec des millions de masques. Ok, d'accord, ces masques, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai démontré, c'est de la merde. C'est pas des masques chirurgicaux. C'est des masques qui vous permettent de protéger les autres, mais qui ne vous permettent pas, vous, de vous protéger. Seul le masque chirurgical que moi, j'ai sur mon visage, parce que je suis obligée de le porter, parce que mon ami est là. Je le porte. Ce masque, il m'a été prescrit par ordonnance. On en a prescrit 31 masques. Pour une prescription pour un mois, la pharmacienne n'a pu m'en donner que 3. Seuls ces masques-là, qui sont les masques FFP2, vous protègent réellement. Et c'est pas ça que vous allez avoir. Alors on vous annonce que dans les gares, dans les relais H, on va vous vendre des masques. C'est de la merde. Ces masques-là ne vous protégeront pas. Ils me font bien rire. Là, ils filment les traçages qui ont été faits dans les gares pour faire en sorte que les gens respectent. Mais qui peut parier à un moment donné sur le civisme des Français? Si Emmanuel Macron l'a fait en toute indécence, il l'a fait. Et c'est bien mal connaître le peuple français que de penser que nous savons faire preuve de civisme. Et ça, je le regrette. Mais je l'ai constaté. Je le constate tous les jours, encore. Aujourd'hui, un mot, si vous portez un masque, on vous insulte. On vous insulte. C'est ce qui m'est arrivé. On vous insulte. Alors que je ne fais que me protéger et protéger les autres. Et que je sortais simplement d'une ambulance. Et on vous insulte. Et après, on compte sur le civisme, on pense que les gens vont respecter. Mais rien à foutre. En France, tant que les gens n'ont pas été touchés par la maladie, tant que les gens n'ont pas un de leurs proches qui est touché, ils s'en battent les couilles de la santé des autres. Mais ça, bordel, j'aimerais qu'il y ait des gens qui osent le reconnaître. J'aimerais que le peuple français soit capable de civisme, soit capable de respect pour les autres. Ceux qui sont malades, comme ceux qu'il faut protéger, c'est-à-dire tout le monde. Mais nous ne sommes pas capables. Et le gouvernement, lui, est incapable également. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Cette incapacité-là, cette culpabilité-là, cette responsabilité-là, elle est coupable. Beaucoup plus que celle des citoyens. Qui finalement sont livrés à eux-mêmes. Parce que c'est ça, ce putain de plan de déconfinement. On vous livre à vous-même. On vous livre à vous-même. Et on y ajoute une espèce de fichage, de traçage. On vous livre à vous-même, mais on vous trace.
Sachez que toutes vos données, depuis hier, je fais partie des statistiques. On ne m'a pas demandé si je consentais ou pas. Non, je fais partie des statistiques. Ok. Si ça peut protéger des gens, ok. Jusqu'à quand on sera fiché? Jusqu'à quand? Parce que c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, j'interroge sur le plan des libertés individuelles. Que la CNIL ne s'est-elle pas prononcée sur nos libertés individuelles? On vous fiche, on vous trace jusqu'à quand? Alors on vous dit tout sera effacé lorsque l'épidémie sera terminée. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire quoi? Qui peut croire ça? La France est l'un des pays qui est le plus fiché. Il existe des fichiers de multiples natures. Et là, on nous en rajoute. Il y a un nouveau fichier qui vient de sortir ce matin. Le CIDEP ou le CIBEP, j'en sais rien. Tout ça pour vous ficher, pour vous tracer. Relisez Orwell 1984. C'est le moment de relire Orwell 1984. Bouquin exceptionnel qui, aujourd'hui, met en exergue la réalité du monde dans lequel on vit, et particulièrement en France. Et pire que ça, et ce matin, j'étais sur le cul, et c'est ce qui m'a fait prendre la parole depuis le début de l'épidémie. Les médecins de ville sont en première ligne. On le sait tous. Ces médecins de ville qui n'ont pas forcément les moyens. Et je pense notamment dans les petites communes qui n'ont pas forcément les moyens. Et ce matin, j'apprends que la consultation pour les patients positifs, attention, si vous êtes positif, votre consultation, elle n'est plus à 23 ou 25 euros. Votre consultation, elle est à 55 euros. Voilà l'annonce de l'assurance maladie ce matin. Bonjour Germain. L'annonce, c'est que les patients positifs, non, ils n'ont pas assez de soucis. Ils n'ont pas assez de... Les patients positifs devront sortir 55 euros. Alors, seront-ils remboursés de ces 55 euros qui vont sortir? Alors, la caisse maladie, la caisse d'assurance maladie, et j'ai publié 2 articles sur le sujet, par le conditionnel, seront éventuellement remboursés. Donc, ça veut dire, en gros, que les 30 euros supplémentaires que vous allez sortir, vous pouvez vous les mettre là où je pense. Et pire encore, on demande aux médecins. Les médecins seront rémunérés. S'ils donnent des noms aux brigades, parce qu'il y a des brigades sanitaires de l'assurance maladie qui vont se mettre en place à partir du 11 mai. Le patient positif qui va voir son médecin va être interrogé par ce même médecin. Je ne mets absolument pas en cause les médecins dans tout ce que je dis. Je mets en cause l'État, le gouvernement et ce qui est pensé. Et bien évidemment, Macron. Vous êtes positif, vous allez voir votre médecin traitant. Vous payez 55 euros au lieu des 23 ou 25. Vous ne savez pas si ça va vous être remboursé. Peu importe. Et le médecin traitant va, que vous soyez d'accord ou pas, que vous donniez vos consentements ou pas. C'est écrit noir sur blanc sur l'article que j'ai publié. Que vous soyez d'accord ou pas, vous serez fiché. Vous serez fiché. Et vous serez invité à donner les noms, les adresses, numéros de téléphone de chaque personne avec qui vous serez en contact. Pour un nom, le médecin percevra 2 euros supplémentaires. 2 noms, 4 euros. 3 noms, 6 euros. C'est quoi? Dans quel système est-ce qu'on vit? Dans quel système est-ce qu'on vit? Alors, c'est pas aux médecins qu'il faut en vouloir.
J'ai vu qu'il y en a qui s'insurgeaient en disant médecins délateurs, mais c'est pas à eux, parce qu'ils reçoivent ils reçoivent des directives de l'assurance maladie. Les médecins ne feront que suivre ces directives et on les paiera. Chaque nom égale 2 euros. Et vous devrez donner des noms. Et ceux qui n'en donneront pas, éventuellement, ne disposeront pas des soins nécessaires. Parce que c'est ça. C'est ça. Relisez bien. Relisez bien ces articles sur ce qui est en train de se passer autour de la prise en charge des patients testés positifs. Lisez bien. Informez-vous bien. Augmentation des consultations. Remboursement conditionnel. Et il vous faudra donner des noms. Et les médecins seront... je parle sans accuser les médecins, ils ne sont pas responsables. Les médecins seront rémunérés en fonction des noms qu'ils vont donner. C'est un système digne d'une démocratie. Alors soit je me plante complètement sur ce que c'est qu'une démocratie, soit j'ai tout faux sur les libertés individuelles et collectives. Je pense pas avoir tout faux sur ma conception de la démocratie. Je pense pas me planter sur ce que sont les libertés individuelles et collectives. Je pense savoir ce que c'est une démocratie. Nous n'y sommes plus. Ça fait plusieurs semaines que je le répète. Nous ne sommes plus en démocratie. Et la preuve ultime, s'il en fallait encore une, c'est cette abjection d'avant-projet de loi qui finalement a été adopté par le Sénat. Bon, il faut dire que ce vote du Sénat était un vote consultatif, c'est-à-dire que de toute façon, le gouvernement allait faire ce qu'il avait envie de faire. Et alors là, le président et le gouvernement sont en train de taper doucement du doigt sur les maires qui ont peur d'une mise en cause de leur responsabilité pénale en cas d'erreur. Parce qu'effectivement, ils sont eux aussi, comme les médecins de ville, en première ligne. Ils ont raison d'avoir peur. Le gouvernement, lui, a été beaucoup plus intelligent. Pas plus intelligent, plus stratégique. Parce que dans le chapitre 1er de cet avant-projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, il y a un article. Je l'ai publié, je demande à chacun de lire cet article. Maître Philippe Deveul l'a également publié. Il faut relayer cet article. Cet article. Non, Christophe, je ne peux pas enlever mon masque tout simplement parce que mon ami est cardiaque et que mon ami a de forts risques de contracter ce que j'ai contracté et je ne veux pas lui donner. C'est pour ça que j'ai ce masque. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas prendre le risque de contaminer mon ami. Donc je ne joue pas une mise en scène. Je ne suis pas dans le jeu de Satan. Satan, c'est pas moi. Satan, c'est les autres. Et ce masque, je le mets pour protéger mon compagnon qui est cardiaque. Parce que je ne veux pas le contaminer. Parce que ça, si ça arrive, je l'aurai sur ma conscience à vie. Donc je ne peux pas. Donc pour reprendre ce que je disais, j'en ai même perdu le fil de ma pensée. Oui, cet avant-projet de loi. Le gouvernement encadre sa responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'il, dans un article que je vous ai cité,
dans un article qui est disponible partout. Je vous ai publié l'intégralité de l'avant-projet de loi présenté au Sénat. Le gouvernement se fait une bulle de responsabilité ou d'irresponsabilité pénale. Mais par contre, excusez-moi, c'est mon ami. Tu m'enverras un message si tu as besoin de quelque chose. J'ai une montée de fièvre, je vais me reposer après. Oui, vas-y. Et toi aussi, fais attention à toi, mets un masque. J'ai une montée de fièvre. Et si on m'appelle, je t'appelle. Oui. Oh, je m'en fous. Mais pas, je te parle pas de, je te parle de laboratoire. Oui, d'accord. Excusez-moi. Merde. Comme à chaque fois, j'ai pas réellement peur, Christophe. C'est pas ça. J'ai pas peur. Comment je peux t'expliquer ça? J'ai pas peur pour moi. Je vais pas te raconter ma vie, Christophe, ça en vaut pas la peine, mais j'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour la personne qui vit avec moi. C'est pour ça que j'ai ce masque. Et je peux comprendre que tu ne comprennes pas. Mais je ne peux pas. Il est cardiaque. Alors, s'il te plaît, ne me juge pas parce que je porte ce masque. Bien sûr que je préférais ne pas le porter. Est-ce que j'ai le droit de le mettre en danger? J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. J'ai donc pas le choix de porter ce masque, bordel. Comprends. Moi, personnellement, je m'en tape. Mais je serais qui? Quel genre de personne je serais si moi, je ne protégeais pas mes proches et mon compagnon? Quel genre de personne je serais? Je ne suis pas ce genre de personne-là. J'étais en train donc de vous dire que le gouvernement, chef de l'État, avait, par ce chapitre premier, blindé les possibilités pour que leur responsabilité pénale soit mise en cause dans la gestion de cette crise. Ils ont beau blinder qu'il y a des juristes qui seront capables de mettre en œuvre, mettre en cause leur responsabilité pénale. Pour ma part, j'ai déjà esquissé les lignes à partir desquelles une mise en danger de la vie d'autrui délibérée était plaidable. Alors qu'ils se blindent, mais il y aura toujours des moyens. Tout ce que je voulais vous dire, et je sais que mon discours n'est pas forcément cohérent parce que j'ai été interpellée à plusieurs reprises, c'est difficile. Ce que je veux vous dire, c'est que ce gouvernement, aujourd'hui, est en train, toujours plus, d'enfoncer notre pays dans la toute-puissance de l'exécutif, dans le diktat d'un totalitarisme. Je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment désolée. Je sais même pas pourquoi je continue. Je veux juste essayer de vous ouvrir les yeux. Je m'étais dit ce matin que je craquerais pas. Et que ça servait à rien. Mais putain, il faut dénoncer les choses. Que vous soyez bien portant, que vous soyez malade. Dénoncez. On est quelques-uns à le faire. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous.
Il faut que la majorité des citoyens français prennent conscience de ce qui est en train de se passer en France. Ouvrez les yeux, lisez les avant-projets de loi. Regardez, lisez entre les lignes. Et n'allez surtout pas sur les sites officiels. Les sites officiels, je vais vous dire. Je suis allée sur le site du gouvernement parce que je souhaitais me procurer l'intégralité de cet avant-projet de loi. J'ai tapé, il y a un onglet recherche, j'ai tapé état d'urgence sanitaire prolongation. J'ai tapé ça. Et vous savez sur quoi ça m'a renvoyé? Je l'ai publié il y a quelques jours. Ça m'a renvoyé sur les mesures économiques mises en place par le gouvernement. Alors que je tape prolongation de l'état d'urgence sanitaire et que je m'attends à avoir un putain de document qui m'informe sur ce qui va être mis en place. Et je tombe sur un truc sur l'économie. Ok, l'économie c'est important. Mais jusqu'où? Au prix de combien de vies, bordel? Et vous pouvez, pour certains, bien vous rire de moi. Mais au prix de la mienne, s'il le faut. Au prix de la mienne, je continuerai. Peu importe les conséquences, je continuerai. Personnellement, ma vie n'a pas de grande valeur. Mais si je peux au moins ouvrir les gens à certaines personnes, eh ben je pourrais partir tranquille. Bien sûr, j'espère pas que ça va se passer comme ça. Mais j'estime qu'il faut qu'il y ait putain des gens qui parlent, qui osent s'exposer. Même si c'est en pleurant, même si c'est avec des masques, même si c'est en se présentant de manière minable. Si on parle pas, on laisse tous les possibles, y compris le pire, se faire. Et je ne serai pas celle-ci, je l'ai jamais été. Alors, parfois j'ai l'impression que je parle dans le vide. Et je m'en fous, je continue. Mon ami me supplie d'arrêter. Parce que ça me rend malade. Parce que j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que je pense aux autres. J'aimerais tellement pouvoir me dire, mais les autres, je m'en fous. Mais je peux pas. Les autres, c'est moi. Alors on me dit, Gaylor, pense à toi. Ok, pensez à moi, mais c'est égoïste de penser à soi dans cette situation-là. Pourquoi je garderai pour moi les informations que j'ai? Pourquoi? Qui je suis pour empêcher aux personnes d'avoir accès à ces informations-là? Qui je suis? Je suis personne. Alors moi, oui, depuis le début, depuis l'arrivée de ces symptômes, j'ai choisi délibérément, avec tout mon libre arbitre, j'ai choisi seul, sans prendre en compte ce que d'autres me disaient, qu'il fallait me taire. J'ai choisi de m'exposer dans la partie la plus intime de ma vie, c'est-à-dire la santé. J'ai choisi de le faire. À aucun moment je ne le regrette. Ça m'a valu des insultes, ça m'a valu des moqueries. Je m'en tape. Si mon témoignage peut servir,
si les informations que je distille au fur et à mesure que je les ai peuvent être utiles à d'autres personnes, si d'autres personnes peuvent arriver à se reconnaître dans un discours et se sentir moins seules, eh bien j'aurais déjà fait ça. Parce que pour moi, c'est ça, être citoyen. C'est pas seulement penser à sa gueule. Je suis pas déconnectée. Je suis pas déconnectée, Christophe. Je suis dans la réalité. J'aimerais être déconnectée, appuyer sur le bouton off et me dire et ne plus penser à rien. Faire de la méditation, écouter de la musique zen et me dire que non, je peux pas. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ne prendrais pas la parole. Je me l'étais promis. Mais comment je peux fermer ma gueule alors que tous les jours, je constate que ça continue, ça continue, ça continue. Alors s'il y a bien quelqu'un de connecté à la réalité, je crois que j'en fais partie. Alors peut-être que je m'exprime. Et aujourd'hui, je suis en colère. Je suis en colère. Peut-être que je m'exprime de manière peu construite, je ne sais pas. Mais s'il y a quelqu'un de connecté, c'est bien moi. Le gouvernement, le chef de l'État, tous ces sbires de la Macronie, eux sont déconnectés de la réalité. Eux ne connaissent pas l'attente des résultats d'un test. Eux ne savent pas quels sont les symptômes qu'éprouvent tous ces gens. Ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas le voir. Alors c'est pas moi qui suis déconnecté de la réalité. Moi je dis ce que je vis. Que ça plaise ou que ça déplaise. Que ça dérange ou pas. J'ai rien à cacher. Et surtout pas aux gens. Aux gens qui sont dans ma situation. Et aux autres. Alors non, je ne suis pas déconnectée, non. Le jour où je serai déconnectée, Christophe, tu m'entendras plus parler. C'est bien parce que je suis connectée à cette putain de réalité que je suis en train de vous parler. Dans des conditions pitoyables. Mais je vous parle. Voilà où je passe mes journées. Et combien de personnes passent leur journée comme ça? C'est pas de la politique, Christophe, que je fais. La politique. Mais la politique, c'est... Je fais pas de la politique au sens politicien. C'est pas ça que je fais. J'estime qu'on est citoyen. Et quand on est citoyen, on a des droits et on a des devoirs. Et moi, j'estime que je ne fais pas preuve de politique. Je ne fais pas de politique. Je fais simplement usage de mes droits de citoyenne. Et notamment de ma liberté d'expression. Et de ma liberté de penser. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Que je sois malade ou que je ne sois pas malade. On a essayé de me l'enlever. Ils peuvent encore essayer de me l'enlever. Je reviendrai toujours jusqu'au moment où je ne pourrai plus. Mais je ne peux pas passer sous silence ces informations que j'ai. Je ne peux pas vous passer sous silence ce que je vous ai dit hier. Tous ces symptômes dont on ne vous parle pas. Qui existent, qui sont là. Tu peux me dire en quoi je bug parce que je suis en colère. On n'a pas le droit d'être en colère. On n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement. Presque sa haine face à ce gouvernement. Dis-moi en quoi je bug. Dis-moi en quoi je bug. Parce que j'ai un masque sur le nez pour protéger mon ami? Oui, t'inquiète pas, Fabienne, c'est prévu. Mais je peux plus. Je peux plus. Oui, je vois mon chat, mais c'est... Je veux savoir, je veux que tu me répondes à cette question. En quoi est-ce que je bug?
En quoi est-ce que je suis hors réalité? Dis-moi. En quoi? Qui est hors réalité dans tout ça? Qui? Moi? Qui ai les symptômes, qui attend le résultat du test? Qui est des montées de fièvre, qui est là tout? Moi, c'est moi qui suis hors réalité. Mais tu vas comprendre que je ne déprime pas. Je ne m'inquiète pas pour moi, je m'en tape de moi. Je parle des autres. Des autres. Est-ce que cette notion est si difficile à comprendre? J'ai toujours, toute ma vie, pensé aux autres avant de penser à moi. Et pour moi, les autres, c'est tangible. On n'existe que par l'autre. Tout seul, on n'est rien. Ça serait tellement plus facile, tellement plus confortable de ne penser qu'à moi. Mais qu'il ne serait pas dépassé. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que je me taise, qu'il faut que je me foute un oreiller sur la tête, que je me mette des boules caisses dans les oreilles pour plus rien entendre, me mettre un bandeau pour plus rien voir de ce qui se passe autour? Je le ferai pas. Je le ferai pas. Et c'est mal me connaître de penser que je vais arrêter. C'est très mal me connaître. Que les tests soient vrais ou faux, peu importe. J'avais pas fait le test que déjà on avait posé un diagnostic, mais c'est pas grave. On peut dénoncer beaucoup de choses. Mais moi, je dénonce des choses tangibles. Pour le moment, je suis incapable de te dire si les tests sont faux ou vrais. Je ne le sais pas. L'ensemble des informations que je distille, c'est des choses que j'ai ressenties, que j'ai éprouvées. Les articles que je publie proviennent de sources sûres. Alors, j'entends bien, vous. Vous inquiétez pas, je vais me reposer, c'est pas... Je voulais juste vous dire que... Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et parlez et dénoncez. Écoutez, Olive. Écoutez Ramous. Allez sur des pages où vous aurez des informations. Arrêtez de croire. Je vais me mettre en colère, Christophe, parce que je t'ai expliqué à plusieurs fois que c'était pas la peur qui m'a animée. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur pour les autres. C'est tout. Et ça, c'est difficile à comprendre dans un monde où tout le monde est égoïste et pense qu'à sa gueule. Moi, j'ai peur pour les autres. J'ai peur pour ma voisine d'en bas qui a une petite fille. J'ai peur pour mon compagnon. Pour moi, non. Je sais, Christophe, que tu les as ouverts. Je le sais. Mais s'il te plaît, ne juge pas comme tu es en train de le faire. Ne juge pas. Je ne suis absolument pas déconnectée avec la réalité. Chacun a sa propre compréhension et interprétation des événements que nous vivons actuellement. Nous avons tous des domaines différents auxquels nous référer. Moi, je suis relativement cartésienne. Je m'appuie sur des textes. Je m'appuie sur des observations, des constats.
Voilà, je suis juste pour vous ouvrir les yeux et pour dire que malgré les barrières, les gestes barrières qui sont en train de mettre en place contre la mise en œuvre de leur responsabilité pénale, ces gestes barrières, nous irons au-delà et nous serons nombreux. C'est tout ce que je souhaite, que justice soit faite face à cette situation dramatique. Je ne suis pas dépassée par les événements, Christophe. J'ai pas envie de me mettre en colère contre toi. J'ai pas envie. Et je ne me mettrai pas en colère contre toi. Je ne suis pas dépassée par les événements. Je te fais part d'une réalité. Va lire ce putain de chapitre 1 de cet avant-projet de loi. Va le lire, après on en reparle. Va lire les articles sur les projets de l'assurance maladie. Va lire tout ça. Je suis dans un monde concret, dans la réalité. Va lire les informations sur le traçage, le tracking. Lis tout ça. Moi, je m'appuie que là-dessus. Que là-dessus. C'est tout. Et sur ce que je vis actuellement. Je préférerais être de ceux qui pensent qu'à leur gueule. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais je peux pas. C'est ça. La Macronie n'a jamais pensé qu'à l'économie depuis le début. La révolution du capital. C'était ça le vrai titre du bouquin de Macron. Ils n'ont jamais pensé qu'à l'économie, dans tout ce qu'ils ont fait. Dans tout ce qu'ils ont fait. Et je dis bien dans tout. L'économie et les stratégies politiciennes. C'est tout. Alors je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que c'est difficile pour moi. Et je vous souhaite une bonne journée. Protégez-vous. Protégez les autres. Ayez cette notion de l'autre. Il faut arrêter de penser qu'à sa gueule. Et je sais que beaucoup de ceux qui me regardent ne sont pas de ceux qui ne pensent qu'à eux. Je le sais bien. C'est pas à vous que je m'adresse. Vous le savez. Il faudrait peut-être penser qu'à sa gueule. Et mon ami me dit que oui, je devrais penser qu'à moi. Mais on m'a pas faite comme ça. J'ai pas été éduquée comme ça. T'as les enfants, ils te font un bisou. Qui c'est qui pense à toi, toi? Personne. Alors, mon ami est en train de me dire qui c'est qui pense à toi, personne. Mais j'ai envie de lui dire, mais je m'en fous. Bah oui, bah, prends soin de toi, les autres, tu les emmerdes et puis c'est tout. Hein? Moi, j'ai été élevée, et je vais vous raconter un peu. J'ai été élevée par un grand homme et une grande femme. Mon grand-père et ma grand-mère. Et par un homme formidable, mon papa. Ces gens-là, dont deux ne sont plus aujourd'hui, m'ont transmis les valeurs. Ces valeurs. J'ai promis à mon grand-père de reprendre le flambeau à ma manière, à chaque fois que je le pourrai. Mon grand-père qui a lutté pour la démocratie, pour la France, qui s'est engagé, qui a risqué sa vie. Ces valeurs,
j'ai été éduquée avec. Mon grand-père m'a toujours appris que seuls nous n'étions rien. Il y avait toujours l'autre à côté. Donc oui, je suis comme ça. Les autres comptent pour moi. Que je les connaisse ou que je les connaisse pas. Il s'est battu pour quelque chose, que maintenant il y a un président à la con qui a tout gâché ce qu'ils ont fait, des hommes comme ça. Et c'est pour ça que je continuerai. Parce que je pense que c'est les seules valeurs qui font exister le lien social. Alors, non, je ne penserai pas qu'à ma gueule. Et qu'à chaque fois que j'aurai des informations, je vous les transmettrai. C'est ça, Fabienne. C'est totalement ça. Et je pourrais te parler de Macron pendant des heures. Oui, bah qu'il aille se faire enculer. Je pourrais te parler de ce bisous, mensonge. Hein, bisous. À tout à l'heure. Attention à toi. Laisse la lumière allumée, s'il te plaît. Ah, pardon. Tu fais attention à toi. Je pourrais te parler pendant des heures de qui est Emmanuel Macron. Je pourrais te parler pendant des heures comment il a été fabriqué, comment il est soudainement arrivé sur la scène politique et notamment présidentielle française. Je pourrais te dire le mensonge sur lequel repose la République en marche. Si tu veux que je te le dise maintenant, tout de suite, fais-moi un signe, je te le dis. Je peux te dire tout ce que je sais. Puisque, je le réitère, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été pendant plusieurs mois dans les coulisses de la République en marche et que j'ai vu ce qu'était, qu'on m'a dit des choses qu'il faut taire, des choses que je ne tairai pas. Alors Fabienne, si tu veux que je te parle d'Emmanuel Macron, je peux aujourd'hui te dire. Alors je vais commencer à te dire ce que je sais. Alors, je vais citer le nom de la personne, puisque je suis transparente, moi, je ne fais pas comme la REM. Je vais te citer le contact de la République en marche, qui m'a donc fait part de l'ensemble de ces informations. Cette personne a plusieurs noms, plusieurs pseudos. C'est une des stratégies de la REM. Cette personne s'appelle Lounbach, c'est son pseudo. Également connu sous le nom de Baya Lounissi, Jade Lounissi, et j'en passe. Cette personne a pris contact avec moi au mois de novembre. Elle m'a dit que je les intéressais parce que j'étais atypique, qu'ils me voulaient dans leur équipe. Je n'ai jamais eu de ma vie de prétention politique. Jamais. Jamais. Ils sont venus à moi. Et elle a commencé à m'expliquer, à me dire les choses. Les conversations ont été enregistrées pour ceux qui voudraient des preuves. Sauf la première parce que je ne savais pas à ce moment-là qu'elle-même m'enregistrait. Dès lors qu'elle m'a dit qu'elle m'enregistrait, j'ai téléchargé une application qui permet d'enregistrer les conversations. Et donc j'ai enregistré les conversations que nous avons eues. La dernière remonte au 15 février. De novembre 2019 au 15 février 2020, j'étais en contact avec cette fameuse personne. La même qui, entre parenthèses, m'a envoyé à l'Assemblée nationale pour interroger un député sur la mise en place du système des réformes des retraites. Ça, c'est un autre sujet, mais il vaut aussi son pesant d'or. Bref, cette personne, je l'avais parfois 3 fois par jour, parfois 1 fois par semaine, je l'avais très régulièrement.
Et j'ai su qu'Emmanuel Macron était la marionnette d'un autre homme politique entré dans l'ombre depuis le scandale dont il a été l'auteur. Cet homme-là, vous connaissez tous son nom. Alors on le dit retiré de la vie politique française, c'est faux, il agit en sous-main. Il est de toutes les réunions de l'Élysée. Il est le mentor, c'est comme ça, c'est en ces termes qu'elle m'a décrit, le personnage. Il est le mentor de la Macronie. Et elle a eu cette phrase, « Nous sommes tous des enfants de DSK ». DSK, vous comprendrez, Dominique Strauss-Kahn. On connaît Dominique Strauss-Kahn pour sa conception ultra-libérale de l'économie. On le connaît aussi pour d'autres choses. Mais je resterai dans la vie publique et je ne m'appesantirai pas sur sa vie privée. Mais celui qui tire les manettes, celui qui a fait en sorte qu'en 2016, Macron sorte du chapeau, il y a également Attali, tu as raison, mais principalement Dominique Strauss-Kahn. Emmanuel Macron est un ex-banquier. Bien sûr, pas dans les banques quelconques, hein, les banques qui gèrent des fonds importants. Il est un ex-banquier. Dès 2007, il était déjà dans la politique. Emmanuel Macron, donc, en 2016, alors qu'il était ministre de l'économie et du budget, tout d'un coup a lâché Hollande. Il a lâché Hollande, bon, en laissant derrière lui quand même la loi Macron qui est une loi de libéralisation de l'économie française. C'est le dernier cadeau qu'il ait fait à la France, enfin en tant que ministre. Et donc c'est pour vous résumer ce qu'est Emmanuel Macron en fait. C'est un ultra-libéral, c'est un chantre de la capitalisation et du capitalisme. Emmanuel Macron est un mensonge. Quand vous le voyez en couple avec Brigitte Macron, alors on vous a donné une très jolie version. À faire pleurer tellement c'est beau. C'est extraordinaire. Un adolescent tombé amoureux de sa professeure. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Le couple Brigitte, Emmanuel, Madi Lundbach est un faux couple. On plaisantait une fois, elle disait Emmanuel Macron est pas mal, mais bon, c'est pas possible. Pourquoi? Vous trouverez la réponse par vous-même. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont un faux couple. Emmanuel Macron s'est présenté en couple parce qu'il savait, et ça, les Français sont assez vieille France par rapport à ça, il savait qu'il était beaucoup plus vendable médiatiquement que de se présenter en couple. Et je vais aller au bout. Allez, puisque moi, j'ai plus rien à perdre. Emmanuel Macron, alors je n'ai absolument rien contre les personnes qui sont différentes. Au contraire, je suis la première à défendre les droits de ces personnes-là. Ce que je dénonce, c'est le mensonge et la mise en scène de ce couple. Emmanuel Macron est homosexuel. La réalité est celle-ci. Sauf que se présenter comme ça devant les Français, connaissant le côté vieille France des électeurs, c'était pas jouable. Alors, on nous a vendu cette belle histoire d'amour. Brigitte Macron, c'est une marionnette. Alors, on l'a mise présidente de
la fondation des hôpitaux de Paris. Mais c'est tout. Et les rumeurs qui ont couru entre Benalla et Macron, qu'est-ce que Benalla on en a parlé à un moment donné de ça. Vous ferez les conclusions par vous-même, vous les connaissez. Mais ce n'est pas l'orientation sexuelle d'une personne que je pointe. C'est la mise en scène. La mise en scène de ce personnage arrogant, imbu. La mise en scène qu'il a mise en place pour cacher qui il était, ce qu'il était. Il a menti tant sur sa vie privée et sur ce qu'il affichait en public. Il a menti autant qu'il a menti sur soi-disant ses valeurs humanistes, inspirées de la philosophie des droits de l'homme. Tout chez Emmanuel Macron et de la construction. Vous avez affaire à un Lego. On vous a vendu du vent. On vous a vendu du vent politiquement. On vous a vendu du vent de toutes les façons possibles. Alors oui, aujourd'hui, je le dis. Je le dis parce que j'ai plus rien à perdre. Et que les gens doivent savoir. Ils doivent savoir. J'en sais des choses, Christophe. Le fait d'avoir eu cette expérience dans les coulisses de la Macronie. Alors, je vais te dire quels étaient mes titres. Je peux avoir les captures d'écran qui prouveront des titres qui étaient les miens. J'ai d'abord été investie par Ambre Pierre, Pierre Persson, comme community manager. Il paraît que j'avais un potentiel fédérateur, un côté atypique. J'étais community manager. Ok. Je précise que je n'ai jamais perçu quoi que ce soit de la République en marche. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit. Jamais. Et ensuite, j'étais donc, parce qu'il fallait vendre ce putain de projet de réforme des retraites, qui, je le répète, je le redis encore, a été établi en lien direct, tout comme la loi Pacte, qui a été votée, qui a été établi en lien direct avec BlackRock et son dirigeant Cirelli. Bah oui, c'est bien pour ça qu'il a été nommé à la Légion d'honneur quelque temps après. Rien n'est coïncidence. Et donc j'ai été nommée référente. C'est comme ça que j'ai dû me présenter à l'Assemblée nationale quand je suis allée interviewer ce député sur la réforme des retraites et que ce député, qui était pourtant ambassadeur à la réforme des retraites, j'ai réussi à le coller sur une question. Voilà, qu'il a demandé que ce soit coupé au montage. Bon, bref, tout ça pour vous dire... Oui, Christophe, je pense que j'ai été une marionnette et qu'on s'est servi de moi. Mais aujourd'hui, la marionnette, elle parle, la marionnette. Parce que la REM, quand ils sont venus à moi, ils sont venus à moi pour mon côté atypique. Ils ont pensé que j'étais formatable. Mais moi, j'ai toujours eu une éthique. Et cette éthique, je la porte encore aujourd'hui. C'est l'éthique de vérité. Donc la marionnette, elle a une parole. On s'est servi de moi, mais je ne dois rien à la REM. Je dois la vérité, par contre, à tous ceux qu'ils ont bernés. J'en fais partie, j'en fais partie. J'en suis la seule responsable de m'être fait berner, mais je dois la vérité. Et donc, oui, j'étais référente officielle d'un projet pilote sur la réforme des retraites. Je m'en suis bouffé des synthèses, des trucs illisibles,
Je les ai publiés. On m'a demandé de bosser, j'ai bossé. Et puis je me suis aperçue. Et ce jour-là, je m'en souviens. J'ai eu un appel de la fameuse Lundbach. J'ai eu un appel et elle me dit attention, on va commencer dans les médias, sûrement à partir de demain, à parler de BlackRock. Alors moi, ma première réponse a été oui, et alors c'est quoi BlackRock Néophyte, moi, néophyte. Pour moi, BlackRock, qui suis métalleuse, dit tiens, c'est peut-être un nouveau groupe de métal. Bon, ça c'est pour l'humour. Elle me dit renseignez-vous sur BlackRock et contrez. Elle raccroche. Alors, je regarde ce que c'est que BlackRock. Et là, je m'aperçois que BlackRock, c'est pas un groupe de métal ni de hard rock. Je m'aperçois que BlackRock, c'est un... Alors, attention, parce que c'est très bien fait quand même. Et là, encore une fois, tout est dans la communication, tout est dans les mots choisis. BlackRock se présente comme étant un fonds de gestion d'actifs. Ok. Donc, elle me dit, c'est ce qu'il faut que vous mettiez en avant pour contrer ceux, notamment parmi les syndicats, les gilets jaunes, qui disaient que BlackRock était un fonds d'investissement de pension. Il fallait mettre en avant que c'était surtout un fonds de gestion d'actifs. Ok, d'accord. Mais de quels actifs est-ce qu'il s'occupe, BlackRock? De quels actifs? Eh bien, des fonds de pension. Mais ça, il ne fallait pas le dire. Comme il ne fallait pas dire non plus que le système soi-disant universel de justice sociale, retenez bien ce mot, justice sociale, il a été calqué sur le modèle suédois. Mais le souci, c'est que le modèle suédois, on s'est aperçu que, avec un petit peu de recul dans sa mise en place, il était très défavorable aux minima sociaux et aux personnes les plus démunies. On s'est aperçu de ça. Bon, on n'en a pas tiré les conséquences qu'il fallait, c'est-à-dire revoir totalement ce projet. Non, il avait été construit avec Cirelli. Et donc, cette fameuse refondation, parce que là aussi, il ne fallait plus que je parle de réforme, mais de refondation. Cette refondation du système des retraites, qui visiblement a l'air d'être abandonné, et c'est une très bonne chose, était en réalité ce que dénonçaient les gilets jaunes et les responsables des organisations syndicales, était un premier pas vers une retraite par capitalisation. C'est ça. C'est ça. Et je m'en suis aperçue. Et à partir de là, j'ai mis plusieurs choses bout à bout. Et je me suis dit, et c'est pour ça que je suis entrée en dissidence, entre autres, je me suis dit, non, je ne peux plus cautionner un système qui ment à l'ensemble d'un peuple. Un système qui, sous couvert d'universalisme, promeut l'ultracapitalisme. Je ne peux pas. Donc j'ai pris mes distances. J'ai dit, parce que j'ai toujours été loyale avec La République En Marche, je leur ai fait savoir que j'arrêtais, que je prenais mes distances et que je ne me reconnaissais absolument pas dans ce que devenait La République En Marche. On m'a supplié de rester, des fois et des fois. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Je ne ferai plus partie de cette mascarade-là. Je n'en serai pas. Je ne suis pas des vôtres. Je ne suis pas de la Macronie. Mes valeurs sont beaucoup plus proches de celles du peuple que celles de la Macronie. Je suis le peuple, je viens de parents ouvriers qui se sont sacrifiés pour que je puisse faire des études, de longues études. Je viens du peuple, je retourne au peuple.
avec les valeurs qui ont toujours été les miennes. Et même lorsque j'étais au sein de la Macronie. D'ailleurs, c'est marrant, Stanislas Guérini, il a bloqué mon mail après, mon adresse mail après l'avoir reçu le mail. À chaque fois qu'il y avait un dysfonctionnement, à chaque fois, je dis bien, je les ai mis face à leurs responsabilités. J'ai soulevé les problèmes que cela me posait. Pas en fonction de mes intérêts à moi, mais en fonction de l'intérêt général. Et je peux vous dire que Stanislas Guérini, il a un mail venant de ma part, qui est relativement acerbe et très franc. Bon, il m'a bloqué. La République En Marche ne répond pas aux messages qui la dérangent. Je les ai interpellés pour vous dire jusqu'à quel point j'ai essayé de creuser dans les rouages de la République En Marche. Je les ai interpellés quand j'ai eu vent par la presse qu'une note avait fuité du cabinet du garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Qu'est-ce que disait cette note? Cette note disait que donc, en fonction des résultats électoraux donc de la République En Marche, évidemment, les villes, ou en tout cas celles qui disposent d'un tribunal, se verraient attribuer tant ou tant de magistrats. C'est-à-dire que s'il n'y a eu pas beaucoup de votes l'AREM, eh bien vous n'aurez pas beaucoup de magistrats. S'il y a eu beaucoup de votes l'AREM, bah, là vous aurez plus de magistrats. J'ai creusé, j'ai relancé l'AREM à de multiples reprises pour qu'on me donne des explications sur cette note, sur son contenu. Cette note que je trouvais abjecte, contraire à tous les principes. Je n'ai jamais eu de réponse. Si vous soulevez un lièvre lorsque vous êtes dans la Macronie, on ne vous répondra pas. J'en ai soulevé des lièvres. C'est sûrement ce qui m'a valu mes 13 comptes Facebook désactivés. J'en ai soulevé beaucoup. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je commence à fatiguer, j'aurai tellement de choses à vous dire sur ce qu'est la Macronie. Les raisons pour lesquelles je suis en totale dissidence. Et je pourrais très bien dire que je n'ai jamais fait partie de la Macronie. Et non, je suis honnête et je vous dis qu'à un moment donné, oui, j'ai soutenu la Macronie. Enfin, non, à ce moment-là, je soutenais, moi, ce que j'appelais le macronisme. Quelle naïve. Le macronisme. J'ai jamais soutenu la Macronie. Je l'ai soutenu jusqu'au moment où mon éthique m'a dit d'arrêter. J'ai arrêté. Mais par honnêteté envers vous, je me dois de vous dire que oui, à un moment donné, j'étais dans les coulisses. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Et c'est pour ça que je continuerai. Alors je vais suivre vos conseils. Je vais me reposer parce que j'en ai besoin. Je vous dis pas que j'ai peur que le téléphone sonne, ça vous fait vous en douter. J'attends les résultats et on verra. En tout cas, je continuerai. Je continuerai à vous parler. D'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous. Protégez-vous. À partir du 11 mai, va se mettre en place une deuxième vague. J'en suis certaine. J'ai pas de boule de cristal. Mais j'en suis certaine. Alors protégez-vous au maximum. Protégez les autres. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, sans les autres, nous ne sommes rien. Je le sais, Christophe. Je le sais. Je le sais.
Je le sais, et puis ben, je lutterai, Christophe. Ça fait car je vais vous parler de ma vie privée, mais qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public en ce moment Ça fait 45 ans que je lutte, Christophe. 45 ans, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. 45 ans de luttes diverses. Difficiles. J'arrêterai pas de lutter comme ça. Je suis une battante. J'ai toujours été. Toujours été. Oui, tu as raison, Fabienne. On est d'accord. Alors battons-nous ensemble. Toutes ces énergies que nous avons, rassemblons-les. Battons-nous. Comme nous pouvons, mais battons-nous. Éveil citoyen, union citoyen. Soyons ensemble pour une juste cause, celle de la démocratie, de nos valeurs et de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt de tous les citoyens, quels qu'ils soient en France. Je vous remercie. Et merci, je vous tenais à le dire également, pour tous vos messages de soutien. Mais pensez qu'il y a d'autres personnes aussi qui en ont besoin. Moi, je me montre, j'en ai fait le choix. Pensez à toutes ces personnes qui ne se montrent pas. C'est aussi pour elles que je fais ça. Pour tous ces invisibles. Pour tous ces invisibles. Et pour tous ceux qui ne sont plus là. Ils ne doivent pas s'en sortir comme ça. Jamais. Je vous remercie et je compte bien continuer à aller encore bien loin. Je vous souhaite une excellence. Alors, Fabienne, pour répondre à ta question, il y a quelque chose qui me dérange. Pas dans ta question. Hein. Il y a quelque chose qui me dérange. J'ai du mal encore à dire quoi. Ce que je sais, c'est que la chloroquine a des effets secondaires ou peut avoir des effets secondaires dramatiques. Et que par rapport à ces effets secondaires, je suis assez mitigée. Je suis assez mitigée et c'est difficile pour moi de me prononcer. J'ai un grand respect pour l'homme, pour ce qu'il fait, mais je ne peux pas me prononcer puisque je ne suis absolument pas médecin sur l'efficacité de son protocole. En tout cas, s'il a contribué à sauver des gens, c'est formidable. Mais je sais aussi que le professeur Raoult n'est pas dans les petits souliers de la Macronie. Là, je pense qu'il se trompe, Fabienne, sur le fait qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Je pense qu'il se trompe. Alors, je souhaite qu'il ait raison, hein, mais personnellement, je pense qu'il se trompe. Et le professeur Raoult est quelqu'un qui est haï par la Macronie et au-delà. Je vais très brièvement, vous expliquer un petit peu pourquoi. Agnès Buzyn est une femme mariée. Un certain monsieur qui s'appelle Yves Lévy.
Ce monsieur était en 2017 notamment responsable de l'INSERM. Alors, ce qui est amusant de savoir, c'est que on sait tous que le virus est venu de Chine, il est venu de Wuhan. Wuhan, c'est un laboratoire particulier. Parce que Wuhan, c'est un laboratoire qui a été... c'est une association de la France et la Chine pour faire des recherches sur les maladies infectieuses. Et ce même Yves Lévy, donc mari d'Agnès Buzyn, a inauguré en 2017, bon, il n'était pas tout seul dans la délégation française qui était là, il y avait notamment, si ma mémoire est bonne, Cazeneuve, mais en tout cas, Yves Lévy, donc mari de Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, a inauguré ce fameux laboratoire d'où serait sorti ce virus. Pour l'instant, je n'ai aucun élément qui me permette de l'affirmer. C'est ma conviction très personnelle, mais voilà, je vous en fais part, mais avec toute réserve. Donc Yves Lévy était à l'inauguration de ce fameux laboratoire. Et Yves Lévy, donc président de l'INSERM, a eu un conflit très important avec le professeur Raoult, parce qu'il a refusé au professeur Raoult d'attribuer un label particulier. Alors, j'ai plus le nom en tête de ce label, mais il a refusé que le professeur Raoult et son équipe puissent bénéficier de ce label. Et donc, effectivement, des tensions se sont cristallisées entre Yves Lévy, directeur de l'INSERM, et le professeur Raoult. Donc, qui dit Yves Lévy, dit Agnès Buzyn, ministre de la Santé, dit Emmanuel Macron. Donc, on comprend très vite que Raoult, dès le départ, il n'était pas adoré de la Macronie. Bien que Macron ait été l'autre jour lui faire des salam aleik, Macron, il n'est pas fan de Raoult. Et donc tout ça pour vous dire, et comme par hasard, parce que rien n'est hasard dans tout ça, Yves Lévy n'a pas été reconduit au poste de directeur de l'INSERM, mais ils ont de la chance quand même. Il a été nommé comme ça, paf, conseiller d'État. Regardez les salaires, les traitements d'un conseiller d'État. Il a été nommé conseiller d'État. Mais Raoult est demeuré, ou le professeur Raoult, parce que respect lui est dû, le professeur Raoult n'est pas macroniquement compatible. Et tant mieux pour lui, heureusement. Mais sur la question de la deuxième vague, puisque sur la question du traitement à la chloroquine, je n'ai absolument pas les compétences pour dire quoi que ce soit, si ce n'est que les effets secondaires peuvent être dramatiques. Et pour ajouter que je soutiens tous les efforts de ces scientifiques, de ces chercheurs, quels qu'ils soient, à essayer de trouver un remède face à ce virus, y compris le docteur Raoult. Mais sur la deuxième vague, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Et j'espère que ce professeur a raison. Je ne pense pas, comme tu le dis, Christophe, que ce soit une guerre spirituelle. Je pense que nous assistons. Alors ça, c'est mon analyse personnelle qui vaut ce qui vaut. Donc, nous assistons à la naissance d'une sorte de nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial dirigé par l'ultracapitalisme. C'est ma conviction à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ma conviction. Un nouvel ordre mondial où l'individu s'effacera devant le tout économique. Où nous serons face à des dictatures.
pas le même type de dictature que celle que nous avons pu connaître par le passé. Mais moi, j'appelle ça, la formulation, c'est nous allons assister à l'émergence du populisme du capital. C'est mon expression à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'en dirai pas plus sur... parce que j'ai aucun moyen à l'heure actuelle de... J'ai une théorie. Tant que je n'ai pas les éléments suffisants pour affirmer que ce que je pense est la réalité, je ne dirai rien sur cette théorie. Lorsque j'aurai tous les éléments en ma possession, et j'y travaille comme je peux, je vous livrerai ma théorie. C'est pas tort ce que tu écris, c'est pas faux, pardon, ce que tu écris, Christophe. Je pense réellement qu'on verse dans le totalitarisme de l'ultracapitalisme. Et c'est pour ça que l'Union citoyenne doit tous nous unir pour éviter que nous sombrions dans ce type de système. Je vais arrêter là parce que je suis un petit peu fatiguée. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Oui, Christophe, il y a des choses qui sont en préparation. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais moi, personnellement, je pars du principe que tant que je n'ai pas les éléments me permettant d'affirmer telle ou telle chose, je ne me permets pas de les porter publiques. Voilà, c'est ma conception à moi. Donc je vais vous laisser parce que les vertiges commencent à être importants. Désolée pour ce live un petit peu décousu peut-être. C'est vraiment difficile en ce moment de... C'est difficile de parler, mais c'est le moment où il faut parler. Alors je parle. Merci à tous. Je lis tous vos petits messages de soutien. Je suis joignable en MP. Si vous voulez, je vous répondrai quand je pourrai vous répondre. Merci. Merci à vous. Et soyez aussi vecteurs. Je ne vous donne pas d'ordre. Soyez vecteurs de l'information réelle. Non pas celle qui vient des élites et des énarques. Celle qui vient du peuple, de ce qui est expérimenté d'en bas. Je vous embrasse tous, y compris ceux qui me détestent. Je ne souhaite à personne de traverser tout ça. À personne. Allez, une petite sieste, ça fera pas de mal. À très vite et j'espère pouvoir vous annoncer que le test sera négatif. J'y crois pas une seconde. C'est pas grave. On continue. Ah, c'est mon signe. Ah, la reine ne savait pas à quel point j'étais atypique. Merci, Germain. J'apprécie vraiment tous ces petits... Vous voyez, c'est ça qui me fait continuer aussi, c'est que
Vous êtes une réalité. Vous êtes ces autres dont on se nourrit. Et vous êtes donc une partie de moi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.